Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup de cette invitation qui me réjouit. C'est toujours un plaisir de venir parler de choses qui sont des marottes et qui m'obsèdent depuis fort longtemps. Donc merci à Nadéo de cette invitation, à ACB et un petit mot aussi pour Carole Brulard et Alice Malinge qui, je crois, ont contribué à ma présence ici et j'en suis ravi. Vaste chantier que parler d'altérité et d'art, tant parfois les deux choses agissent à la manière presque d'une analogie, d'une synonymie, quoi. On est dans une coprésence comme ça qui travaille, en tout cas qui travaille énormément la modernité artistique et la question de la contemporanéité de l'art. Je ne vais pas vous parler de l'art actuel aujourd'hui, après discussion avec les membres du Préac. L'idée, c'est plutôt focalisé sur une espèce de contexte historique. Je vais vous parler vraiment d'histoire de l'art pour cette séance, et notamment en me référant très directement à cette notion d'autre de l'art, qui est une notion qui a été forgée par un anthropologue qui est décédé il y a quelques années maintenant, Daniel Fabre, qui travaillait à l'École des hautes études en sciences sociales et qui avait tenu un séminaire pendant plusieurs années à l'EHESS et au musée du Quai Branly, en travaillant vraiment cette notion d'autre de l'art comme étant l'un des fondements de la révolution qui s'est jouée du point de vue de l'histoire des formes et de l'histoire de la pensée à la fin du 19e et au début du 20e siècle et au-delà. Si cela vous intéresse, vu qu'il est question de ressources ici et de partage de ces ressources, vous avez un numéro en ligne de la revue Gradiva, qui est une revue qui est hébergée par le musée du Quai Branly, qui est une revue passionnante, qui a été publiée en 2009 et qui s'appelle Art de l'enfance, enfance de l'art, avec cette enfance ici qui est au pluriel, où voilà, cette altérité ici qui travaille au cœur les artistes à la fin du 19e et du début du 20e siècle est mise en tension, je dirais. Alors, pour ce qui est je vais me mettre en plein écran, ce sera quand même un peu mieux. Voilà. Pour ce qui est d'une entrée en image, je dirais, vous avez ici un petit montage avec différents objets ici qui, tout au long du 19e, sont frappés de mépris, tout autant qu'ils commencent à susciter une curiosité de plus en plus grande dans les milieux culturels en Europe. Et je parlerai d'une perspective assez eurocentrée aujourd'hui, qui fait bien sûr problème. On pourra peut-être en parler au moment des questions. Et vous voyez ici un masque Kifwebe qui a été façonné dans l'actuelle République démocratique du Congo, mais il y a plus d'un siècle. Vous avez en bas à gauche une marotte art passée qui vient des Deux-Sèvres, qui est conservée au Mucem à Marseille. En haut à gauche, ce relief ici, le Songe des Mages à la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, un exemplaire d'art roman ici qui était vraiment frappé du mépris des élites encore au XIXe siècle, ou encore à droite ce petit bonhomme ici d'un auteur inconnu qui est conservé à la collection de l'art brut à Lausanne, autant d'exemples de choses extrêmement hétérogènes mais qui relèvent d'une forme de super catégorie à la fin du XIXe et du début du XXe siècle qu'on qualifie d'art primitif. Art primitif très problématique, une notion aujourd'hui qu'il s'agit de combattre et d'être à pied d'œuvre ici dans le combat vis-à-vis de cette notion qui continue d'être communément utilisée, mais qui est vraiment frappée au saut d'une généalogie qu'est cette généalogie du mépris, frappée aussi d'une épistémologie raciste, en fait, qui est celle des sciences humaines et sociales à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et dont il s'agit aujourd'hui d'opérer une forme de révision critique qui a lieu dans le champ de l'anthropologie et de l'histoire de l'art depuis maintenant une trentaine d'années, mais dont le travail, je dirais, doit continuer aussi en termes de transmission des savoirs aujourd'hui. Et c'est de ce mépris, finalement, qu'il va être question aujourd'hui. Au début, je vais vous raconter des petites histoires. Ensuite, je parlerai de cette notion de primitivisme, qui est une notion qui me semble essentielle quand on aborde cette question de l'altérité en regard de l'histoire de l'art. Et puis, je dirais de la possibilité d'ouverture aussi qu'est cette rencontre avec cet autre de l'art qui permet, je dirais, d'élargir le champ même de l'art, le champ de la création et le champ de la pensée. Alors, pour ce qui est de ces petites histoires, j'aime bien raconter des histoires, c'est toujours bien, mais je vous montre 4 objets.
Il était une fois, cette statue royale anthropozoomorphe, dite Bokyo, de style fond, qui provient d'Abomey, du royaume du Dahomey, aujourd'hui au Bénin, qui est une statue qui vient d'être restituée au Bénin. Vous avez peut-être entendu parler de cet objet, avec tout un corpus d'objets importants qui marque les débuts d'une politique assez volontariste de restitution des musées nationaux, d'un auteur inconnu. Et vous avez vu que cette notion d'auteur inconnu, je l'avais déjà mis dans mon banc de diapositives précédentes, où justement cette question du mépris est au cœur même, l'oubli du nom, l'oubli de ceux qui ont fait les choses, est au cœur même, je dirais, de bon nombre d'objets qui sont frappés au sceau du primitivisme ou de cette altérité artistique à la fin du 19e et du début du 20e siècle. Objet qui est un objet somptuaire, qui est un objet royal, donc qui appartient ici à une tradition d'élite, je dirais, mais qui a été pillé à l'heure de la conquête coloniale du Bénin, de l'actuel Bénin, par la France, à la fin du 19e siècle, et donc ramené comme butin en France. Déjà ici, dans cette très courte histoire, se joue la question du statut des objets qui sont marqués au sceau de l'altérité artistique. Leur statut qui est toujours oscillant. Aujourd'hui, on regarde ces objets comme des objets de musée qui relèveraient, je dirais, de l'œuvre d'art, quoi, avec tout le Bataclan de somptuosité qui est associé à cette notion d'œuvre. Il faut savoir que cet objet-là, à la fin du 19e siècle, c'est à la fois un butin, avant toute chose, avant même d'être une œuvre, et c'est d'autre part un curios, une curiosité qui témoigne ici, si l'on lit les témoignages de l'époque, du degré de civilisation inférieur qui serait celui du sculpteur qui aurait façonné cette pièce parce qu'elle ne correspond pas au canon naturaliste qui est celui de l'Occident. Donc statut ici très ambigu, statut qui va ensuite se transformer de ce curios à un statut de document, un document qui documente ici l'ethnie fon, par exemple, et je dirais l'anthropologie du royaume du Dahomey à partir des années 20 et 30, et puis finalement, au cours des années 60, on va désigner ces objets-là comme des chefs-d'œuvre. Donc cette question du statut même de l'objet, toujours une question qu'il faut se poser aussi quand on se penche sur ce type de production. Une autre histoire, l'histoire de cette pierre très étrange qui est au musée des Confluences, à Lyon, qui a été redécouverte il y a peu, maintenant il y a une dizaine d'années, au sein des réserves du musée d'histoire naturelle de Lyon, qui s'est transformée et qui a été versée aux collections du musée des Confluences. C'est une pierre qui est acquise par le musée au début des années 30, le musée de Lyon, et dont on loue les caractéristiques primitives, dont on dit de cette pierre qu'elle a quelque chose ici qui serait au plus proche des origines de l'art. Et le brocanteur qui la vend au musée la vend comme étant une pierre qui serait une pierre taïno. Les Taïnos, ce sont des populations précolombiennes sur l'espace de la Caraïbe, populations qui ont été décimées par l'arrivée des Espagnols et des Européens au XVe siècle. Donc une pierre qui est désignée comme étant une pierre taïno. Et puis, quelque temps après, un anthropologue émérite du musée de Montpellier va venir dans le musée et va regarder cette pierre et dit non, ça, c'est pas taïno du tout. Ça, c'est une pierre qui vient des îles Marquises. Les îles Marquises, si vous faites un peu de géographie, c'est de l'autre côté de l'espace Caraïbe, on est en plein Pacifique. Donc là, c'est la valse des attributions qui se joue ici. Et puis, il y a quelqu'un qui est passé derrière, dans le registre du musée, et qui a barré cette mention, et qui a désigné cette pierre comme Barbu Müller. Barbu Müller, qui est un nom qui a été forgé par un artiste français qui s'appelle Jean Dubuffet, et qui avait vu ces pierres, qui l'avaient beaucoup intéressé, qui les avait prises en photo, qui avait réuni une forme de corpus, et qui se doutait que ces pierres étaient auvergnates. Donc là, on se déplace à nouveau, et récemment, un chercheur, Bruno Montpied, a découvert dans les archives que ces pierres avaient été façonnées par un bonhomme qui s'appelait Antoine Rabani, effectivement en Auvergne, à Chambon-sur-Lac, et qui les vendait comme des faux archéologiques, en référence avec la période gallo-romaine. Donc, vous voyez, c'est cette valse des attributions qui est très intéressante, en fait, et qui montre bien que cette notion de primitivité, cette question d'une altérité, elle est tout à fait culturelle, quoi. Elle est complètement en prise avec les idéologies, et notre regard est façonné par l'idéologie. Et voilà, cette valse des attributions est une chose importante. Aussi, par rapport à cette question de l'altérité,
pour ce qui est de cette modernité artistique, il y a une chose extrêmement importante qui va se jouer à partir de 1860, 1870, c'est la découverte de l'art préhistorique. Hein, là, je vous le mets en tout petit parce que la Vénus de Lespuc, c'est une toute petite chose, ça fait 14 cm, c'est extrêmement émouvant, hein, ces objets dont on découvre encore en 1850. On pense que les origines de l'art, c'est 2000, 3000, allez, 3000 ans, quoi. C'est les pyramides, on va dire. Et d'un coup, on trouve dans les sédiments eh bien, des objets qui ont été façonnés par des humains, notamment cette Vénus de Lespuc, qui d'un coup, je vous montre un relevé de René de Saint-Périer là, en 1924, au moment de sa découverte, parce que vous voyez qu'il y a un gros manque sur la partie gauche, sur la partie ventrale à gauche ici de cette Vénus. Pour la petite histoire, c'est un coup de pioche ici qui lui a arraché le ventre, qui l'a abîmé. Mais quelque chose se joue ici d'une forme de marqueur anthropologique extrêmement profond. C'est-à-dire qu'avec la découverte des mains négatives sur les parois des grands ensembles pariétaux du Paléolithique, avec ces fameuses Vénus paléolithiques, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'un marqueur anthropologique, en ce sens que l'on dit là, c'est de l'art, et si c'est de l'art, il y a de l'humain. Hein, en gros. Et cette tension, vous parliez tout à l'heure de la tension entre universel et singulier, elle se joue aussi précisément avec ce type d'objets qui d'un coup élargissent la communauté des humains à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc ces objets, donc, je parlais du statut de l'objet, je parlais de la valse des attributions, et aussi cette question du marqueur anthropologique qui est un point aussi extrêmement intéressant quand on se penche sur cette question de l'altérité. Une autre histoire, l'histoire d'un jeune homme, Gaston Dufour, qui, en prise avec des hallucinations et des persécutions extrêmement fortes qui se jouent dans son esprit, pensant que ses parents tentaient de l'empoisonner, va tenter de mettre le feu à la baraque familiale et va être interné dans un hôpital psychiatrique à Saint-André-les-Lilles, dans le nord de la France. Et les infirmières et infirmiers vont découvrir, pliés dans les recoins de son veston, cousus derrière le recoin de son veston, des petits dessins qui sont pliés en 4, 5, 8, 10, qui sont les seules productions, je dirais, de ce jeune homme devenu mutique. Il ne parlait plus. Et lorsqu'ils les ont dépliés, les infirmiers et les médecins, ils ont découvert tout un bestiaire fait de rhinocéros, d'hippopotames, etc., qui semblait émerveiller Dufour. On ne sait pas grand-chose de ces objets-là, on ne sait pas de quoi il s'agit réellement. Pour faire l'exégèse, pour interpréter ces objets-là, il y a une difficulté qui est fondamentale, parce qu'on est dans un en-deçà radical du langage. Mais ces objets, vous voyez, là vous avez un rhinocéros en haut et un hippopotame en bas, mais à chaque fois, les bêtes sont très proches, mais il y a toujours un petit changement qui se fait à la marge du dessin, et le nom change. C'est toujours la même assonance, hippopotame ou rhinocéros, mais l'orthographe change à chaque fois. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle bête extrêmement singulière qui se donne à voir ici. Là aussi, cette découverte de production asilaire, on ne parlait pas d'œuvres d'art dans les années 1920, 1930, 1940, c'est le lieu d'une altérité très radicale aussi qu'on va trouver. L'altérité, elle n'est pas seulement basée dans une extraterritorialité, dans un éloignement géographique ou dans un éloignement temporel, comme avec l'exemple précédent du Paléolithique. C'est aussi une altérité psychique ici qui se donne à voir au travers de ces objets-là. Et donc, ces objets qui sont avant tout des documents pour les psychiatres, qui vont faire du diagnostic à partir de ces objets, eh bien là, pareil, par le truchement du travail du regard et du travail de l'art, grâce à des artistes qui vont les identifier comme relevant du domaine de l'art, eh bien, il y a un travail d'intégration progressive aussi qui va se faire avec un regard sur la folie qui va changer aussi, accompagné par ces objets. Un autre point aussi extrêmement intéressant. Et puis une dernière petite histoire, très brève, mais vous avez ici un Christkind, l'enfant Jésus aux ailes jaunes de 1885, qui est le premier dessin qui est répertorié par Paul Klee, le grand artiste suisse, dans son catalogue raisonné. Un catalogue raisonné extrêmement sérieux, qui est celui de cet artiste majeur des avant-gardes, mais qui est un dessin
d'enfance. C'est un dessin qu'il réalise quand il a 5 ans, et il intègre ici cette dimension de l'enfance au sein même en fait de son œuvre artistique. Un geste extrêmement fort aussi du point de vue de l'histoire de l'art que ce catalogue raisonné de Klee. Alors, il va gommer d'ailleurs de ce catalogue, il n'inclura pas dans son catalogue les objets qui relèvent de sa formation artistique lorsqu'il a 18-19 ans et qu'il est à l'école des Beaux-Arts, mais par contre, il va chercher ici, dans le domaine de l'enfance, quelque chose qui est fondamental pour lui. Un autre point d'altérité ici, qui est celui de l'enfance, en fait. L'idée d'une forme d'adéquation entre un art de l'enfance et une enfance de l'art va se retrouver aussi au travers de ce goût pour ce qu'on appelle le dessin enfantin qui opère là aussi à la fin du 19e et du début du 20e siècle. Rentrons dans une chose un peu plus théorique, la notion de primitivisme. Pardon. La notion de primitivisme, pour l'introduire, je vous cite ici Henri Meschonnick, fameux poète, linguiste, qui a beaucoup travaillé sur la notion de poétique, et qui, dans un ouvrage qui s'appelle Modernité, a écrit cette phrase, « L'étrangeté, l'exotisme, une qualité d'enfance supposée, un mystère y attirait. Jusque vers 1940, l'ignorance faisait tenir l'art primitif pour distant et contemporain à la fois, sans histoire. On sait aujourd'hui qu'il y a du primitivisme, mais pas d'art primitif. » Ça, c'est un point théorique, je ne peux pas le discuter longtemps parce que le temps est restreint, mais voilà, la notion de primitivisme s'appuie sur la croyance en l'existence d'un art qui soit primitif. Alors, ce qu'il faut entendre par cette notion de primitif, bien évidemment, ce serait un art sauvage, un art qui serait à l'aube de la civilisation, un art qui serait embryonnaire. Donc quand je parlais du mépris, il y a toute une forme de complexe comme ça idéologique qui se situe dans la seconde moitié du 19e et du début du 20e siècle, qui va évoluer de concert avec la question de l'expansion coloniale de l'Europe, qui est un point extrêmement important. Je l'illustre ici par cette carte qui glorifie ici l'empire colonial français en 1931. Donc avec ce prétexte civilisationnel aussi qui permet cette conquête, donc avec l'idée d'une hiérarchie des races qui est fondée sur ce racisme idéologique et institutionnel du 19e siècle, et qui va du coup désigner les productions de l'autre colonisé comme étant une production primitive, soi-disant primitive. Donc là, on est dans ce rapport comme ça à cette expansion coloniale, et un rapport aussi extrêmement serré, on parlait d'art et sciences tout à l'heure, mais avec le développement des sciences humaines et sociales à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et là, clairement, l'anthropologie, la psychologie enfantine, la psychiatrie, l'ethnographie folkloriste, etc., sont des disciplines qui fondent leur clôture sur des corpus d'objets, en fait, qu'elles s'annexent en quelque sorte, et qu'elles désignent comme étant un autre de l'art, et comme étant précisément un art supposé primitif, un stade inférieur d'évolution. Alors, s'il y a un art primitif et qu'on est dans la dichotomie, il y a un art civilisé, et cet art civilisé, c'est le canon du XVIe siècle, c'est le canon de la Renaissance, c'est un art qui représenterait les choses telles qu'on les voit. Et là, il y a toute une littérature extrêmement abondante qui va se développer fin 19e, début du XXe siècle, et qui va, en concert avec l'institution muséale, désigner ces objets comme étant des curiosités qui puissent peut-être documenter ce que serait l'origine même de la création artistique. Je vous montre à titre d'exemple ici, quant au musée, cette photographie assez célèbre d'une salle du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui est créée à la fin des années 1870 à Paris. Et là, c'est une photo qui date de 1895, où vous voyez une panoplie d'armes et de sculptures et objets culturels kanaks qui sont vraiment présenté à la manière d'un butin, au sens ici du trophée romain, avec la présence d'un mannequin en cire ici qui représente le parfait sauvage qu'est le kanak. Alors juste vraiment pour l'empire colonial, le néo-calédonien, le kanak, est désigné comme le sauvage par excellence. Tant et si bien qu'on se permettra de couper la tête de leur chef pour la présenter à Napoléon III, au moment où la conquête de la Nouvelle-Calédonie se fait jour autour de 1860. Le chef s'appelait Ataï, et le crâne a été restitué il y a assez peu de temps, il y a une dizaine d'années, par l'État français.
Voilà, alors cette question du musée est fondamentale, je ne vais pas m'appesantir, mais voilà 3 exemples. Le musée d'ethnographie du Trocadéro, en dessous vous avez le musée d'histoire naturelle de New York, qui est un musée extrêmement important, qui est ouvert en 1877, où sont montrés de concert l'évolution des espèces et les œuvres des natifs américains, des Amérindiens, qui sont désignés bien évidemment dans ces musées comme étant l'archétype même de la sauvagerie et du non civilisé. Mais aussi les musées d'art populaire. Là, je vous montre un musée qui est à Oslo, qui a été créé en 1894. Et voilà, c'est ces musées aussi qui désignent un autre particulier qu'est le paysan. Le monde rural aussi, la question de l'art populaire va être pris aussi dans ce complexe assez général de l'art primitif. Alors l'art primitif, la base de sa théorisation, c'est la théorie de la récapitulation. Alors, on se dirige là du côté, je dirais, des sciences du vivant, avec cette théorie de la récapitulation qu'on doit à Ernst Haeckel, qui, en relation ici étroite avec la pensée de Darwin et de l'évolutionnisme, eh bien, va présupposer que l'évolution de l'espèce recoupe l'évolution de l'individu. C'est ce qu'on appelle l'ontogénèse, cette évolution de l'individu qui récapitule la phylogénèse. Au travers de cette idée, vous avez la copie d'un dessin de Haeckel par Georges Romanes qui est à l'écran. C'est cette idée que l'embryon, quelle que soit l'espèce, va, au travers de son développement, récapituler en quelque sorte cette évolution de l'espèce. Partant de cette idée, il va y avoir un transfert, une forme de migration théorique qui va se jouer, où ce postulat de l'ontogénèse qui récapitule la phylogénèse, on va le transcrire dans le domaine de l'art et de l'esthétique, avec une spéculation très forte sur la question de l'origine de l'art qui se fait jour, qui est extrêmement discutée dans les milieux artistiques et dans les milieux scientifiques, en cette fin de 19e, début de 20e siècle. Et donc, l'idée ici que cet art primitif se retrouverait à la jonction de l'art de l'enfance, de l'art du supposé sauvage et de la question des territoires de la folie, comme étant le laboratoire même qui puisse expliciter l'origine de l'espèce. Alors je vous montre cette planche très drôle. Donc on doit à Émile Bayard ici, planche qui illustrait un livre de Louis Figuier en 1870 qui s'appelle L'homme primitif. Et vous voyez, la légende, c'est les précurseurs de Raphaël et de Michel-Ange, ou la naissance des arts et du dessin et de la sculpture à l'époque du Rennes. Donc on est vraiment dans l'illustration très Troisième République ici, avec ce truc assez génial du personnage qui est debout, et qui, vous voyez, il a une position un peu en contrapposto, comme ça, il est en train de graver une ardoise. Sachant que l'ardoise, c'est pas si facile à graver que ça en manière de graffiti dans cette position-là. Mais on est dans ce complexe comme ça où on spécule, on essaye d'illustrer ces choses-là, et on théorise énormément. Et l'un des théoriciens les plus importants en France et en Europe sur ces questions-là, c'est Georges-Henri Luquet, qui est un philosophe qui fait Normal Sup, qui a ses parcours républicains assez exemplaires de la fin du 19e siècle, et qui va se mettre à publier à partir de 1902 sur cette migration dont je parlais tout à l'heure, sur cette question de la théorie de la récapitulation qui est appliquée à la question des origines de l'art. Vous avez l'un de ses livres les plus célèbres qui paraît en 1930, ici à droite, qui s'appelle L'art primitif. Et puis à gauche, j'ai mis une petite planche d'un autre ouvrage de Luquet qui s'appelle Les dessins d'un enfant. Et en fait, c'était sa fille qui dessinait, et il conservait tous ses dessins, il les étudiait, c'était vraiment son laboratoire, la chambre de sa petite fille, où il regardait l'évolution de ce dessin, et il montrait en quoi eh bien, les stades différents du dessin de cet enfant, de 3 à 12, 14, 15 ans, eh bien, recoupait aussi ce que l'on pouvait voir chez les dits nègres, chez les sauvages, etc. Donc un ouvrage qui se fonde vraiment aussi sur cette question du racisme institutionnel fin 19e, début 20e siècle, et qui offre un modèle théorique assez séduisant pour l'époque, qui va être notamment largement discuté dans les milieux d'avant-garde à ce moment-là. Alors, on sent bien qu'il y a une forme de perversité qui se joue aussi au sein de cette idéologie-là, perversité que j'illustrerai ici par ces illustrations et cet exemple qui est celui de Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, c'est l'un des intellectuels qui est les plus lus dans la deuxième moitié du XIXe siècle en Europe. Il est traduit dans toutes les langues, il est invité dans de nombreux colloques, etc. Né en 1835, mort en 1909,
il est à l'université de Turin, où il va d'ailleurs fonder un musée d'anthropologie criminelle. Et l'un de ses livres les plus célèbres, L'homme criminel, qui paraît en 1876 dans son édition originale. Là, je vous montre des planches de l'édition de 1895, qui était déjà, je crois, la 3e ou 4e édition. C'est dire le succès qu'était celui de cet ouvrage. Eh bien, il soutenait la thèse ici que la question de l'art permettait finalement de produire des formes de diagnostic. Hein. En regardant certaines formes artistiques, on pouvait dire si tel homme ou telle femme était criminel. Hein, comme si d'un coup il y avait une forme de vérité aussi au sein du dessin qui permettait comme ça de faire du diagnostic, quoi. Et alors là aussi, hein, on nage dans ce racisme institutionnel fin 19e, début 20e, en ce sens que tous les exemples, ce sont des Italiens du Sud. Hein, lui, c'est un Italien du Nord. Et les Italiens du Sud, surtout les ruraux, c'est plutôt des sauvages, quoi. Ils mangent de la terre, ils boivent du pétrole. Enfin, on est un peu dans cette idée-là. Et il va relever dans les prisons les graffitis et les tatouages des prisonniers. Hein, c'est ce que vous voyez ici sur ces planches, hein, avec cette idée qu'il y a une intrication entre génie et folie. Hein, il y a une maladie de l'époque qui se jouerait. Et elle serait absolument manifeste aussi dans ces productions graphiques, picturales, qui sont celles du milieu des prisonniers et des criminels. Alors ça, vous avez la légende en bas, c'est les tatouages des camoristes napolitains, hein, qui relèvent ici d'une forme de grossièreté. On parle aussi de dégénérescence, hein, qui est un terme qui va bien sûr marquer aussi la théorie politique européenne jusqu'à la catastrophe nationale-socialiste, hein, à partir de 1933 en Allemagne, mais bien au-delà. Hein, les milieux eugénistes français, hein, font leur sel aussi de cette question de dégénérescence de l'art, qui serait symptomatique ici d'une dégénérescence générale du corps social, qu'on applique bien sûr aux juifs, aux communistes, etc., dans ces années 1920-1930. Mais voilà les origines de cela. Et alors, ça, c'est vraiment l'un des grands chefs-d'œuvre du 19e siècle, un chef-d'œuvre inconnu du 19e siècle. Mais vous avez cet Apollon du Belvédère ici, dans son contrapposto, comme ça, qui est tatoué à la manière d'un camorriste napolitain, avec donc d'éminents phallus qui sont présents sur son bras, etc. Mais qui dit bien cette tension entre cette norme artistique qui est celle du XVIe siècle et ces objets qui sont des curiosités esthétiques, hein, pour ces savants de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui sont désignés comme des productions qui relèveraient de cette sauvagerie, de cette dégénérescence ou de cette criminalité. Hein, je parlais de perversité tout à l'heure, mais voilà, on glisse très rapidement en fait d'un terme à un autre. Hein, du terme de primitif, on va vite du côté du dégénéré, etc. Et là, ça va impacter de manière très très forte aussi l'art moderne. Il n'en reste pas moins que se joue précisément en fait dans cette interaction entre sciences humaines et sociales et art, eh bien un phénomène d'intégration progressive et de valorisation de ces objets-là, qui vont changer de statut, hein, de ce statut documentaire pour documenter la question d'une hiérarchie raciste de l'humanité, la question du diagnostic aussi, dont je parlais tout à l'heure à propos de psychiatrie, etc. Eh bien, ce statut documentaire, peu à peu, on passe du côté d'un statut esthétique qui est celui de l'œuvre d'art. Un exemple parmi d'autres, cet ouvrage qui est publié en 1907 par Marcel Réja, qui s'appelle L'art chez les fous, le dessin, la prose, la poésie. On n'est plus ici du côté du document de la folie, mais on utilise vraiment ce terme d'art. Et là, le terme d'art, par la valeur aussi qu'il possède dans le système occidental, Malraux dira quelques années après, 40 ans après, avec le musée imaginaire, il dit, voilà quoi, le système de la culture, c'est un système qui est couronné en fait par l'art. C'est la valeur ultime de tout cela. Mais on entend bien que par le biais ici de cette désignation de ces choses comme étant de l'art, eh bien, il y a une valorisation de ces choses qui va se jouer et une intégration plus large aussi dans le corps social. Donc il y a un travail politique, hein, qui va se jouer. Vous parlez de politique tout à l'heure. Il y a vraiment ici des objets qui vont entrer dans ce qu'est le commun de l'art. Donc cet autre de l'art, il permet comme ça une forme d'élargissement très grand. Je vous montre une planche qui est tirée de Réja. Il faut que je surveille un peu l'heure. Une planche qui est tirée de Réja ici, qui date qui est tirée de ce livre. Juste pour la petite histoire, Réja, c'est un psychiatre en vérité. Le nom de Marcel Réja, c'est un pseudonyme qui lui sert à faire de la critique d'art.
C'est un critique d'art symboliste qui est proche de Mallarmé et de bien d'autres à l'époque, qui est très au fait de ce qui se joue dans la révolution esthétique parisienne de cette fin du 19e siècle et du début du 20e. Et en même temps, il est psychiatre à l'hôpital de Maison-Blanche et il s'appelle en vérité Paul Meunier. Donc il est dans cet entre-deux, mais vous voyez, il ne publie pas en tant que psychiatre, quoi. Il publie en tant que critique d'art avec son pseudonyme. Et qu'est-ce que montre cette planche? Du point de vue de ressources pédagogiques, elle est très, je trouve, exemplaire. Vous avez sur un même plan, ici, différents objets qui sont photographiés, où l'on trouve pêle-mêle, ici, un cep de vigne, ici, qui est interprété comme le serait un corps de danseuse. À côté, vous avez une tête très expressive qui peut faire songer à l'art d'une Camille Claudel, par exemple, au même moment, qui semble... les tendons du cou sont très tirés comme ça et qui regardent vers le ciel dans une expression de douleur très forte. Juste à côté, vous avez une très étrange sculpture un peu ityphalique comme ça, qui relève peut-être de l'art populaire ou qui est une production qui est réalisée à l'hôpital. On ne le sait pas, hein, c'est pas documenté ces choses-là, etc. Et puis vous avez aussi des objets qui sont des objets qui viennent d'Afrique de l'Ouest, qui sont dans cette image. Donc on retrouve ce complexe, hein, je parlais de super-catégorie, mais voilà, sur un même plan, on met pêle-mêle des choses très hétérogènes, qui n'ont rien à voir comme ça culturellement ensemble, mais qui relèvent comme ça de cette croyance dans cette primitivité de l'art. Et ce sont ces objets, ce sont ces corpus très hétérogènes que scrutent les artistes dans un troisième temps, qui est le temps de l'élargissement finalement. On a beaucoup parlé d'appropriation, hein, à propos par exemple de Picasso et ce qu'on qualifiait d'art nègre à l'époque. Oui, il y a un geste d'appropriation qui est très fort, et en même temps on est dans un mouvement très dialectique aussi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un regard qui désigne des choses qui jusqu'alors étaient méprisées et qui les valorise. On est dans ce jeu-là aussi à cette période. Alors, pour introduire ce moment de l'élargissement, pour parler de la production d'artistes européens au début du XXe, j'ai cité Paul Klee, j'en parlais tout à l'heure, avec son catalogue son catalogue raisonné et les dessins d'enfants qu'il a inclus dans son catalogue. C'est un compte-rendu qu'il fait d'une exposition du Blau Reiter. Le Blau Reiter, c'est un mouvement d'avant-garde du début du XXe. Dont il va avoir une exposition, il est subjugué par cette exposition, on est en 1912, et il publie ce compte-rendu critique de cette exposition, où il dit, je le cite, « Il se produit encore des commencements primitifs dans l'art tels qu'on en trouverait plutôt dans les collections ethnographiques ou simplement chez soi, dans la chambre d'enfants. Ne riez pas, lecteur, les enfants ne sont pas moins doués et il y a une sagesse à la source de leurs dons. Moins ils ont de savoir-faire et plus instructifs sont les exemples qu'ils nous offrent, et il convient de les préserver très tôt de toute corruption. Des phénomènes parallèles se retrouvent chez les aliénés, et l'on ne saurait user avec malveillance des termes de puérilité ou de folie pour déterminer exactement ce qui cherche à s'exprimer ici. Tout cela est à prendre profondément au sérieux, plus sérieusement que toutes les pinacothèques, dès lors qu'il s'agit aujourd'hui de réformer la peinture. » Une forme de statement, comme on le dirait dans le milieu de l'art contemporain. Ici, une sentence très travaillée, je dirais, il ne faut pas rire, hein, ne riez pas, lecteur. Là, justement, cette question du mépris, on essaie de déroger à ce mépris commun pour toutes ces productions qui relèveraient de cet autre de l'art. Il y a l'idée d'une réforme, vraiment étendue du point de vue de la forme, mais d'une réforme de la peinture et de la pensée qui se joue là, où il y a des phénomènes parallèles, hein, écrit-il à propos de la folie, dont on ne comprend pas exactement ce qui cherche à s'exprimer ici. Hein, mais il y a l'idée ici que dans ces productions, il y a une forme de signe un peu mystérieux ici de ce que serait l'humain dans sa profonde vérité. Hein. Donc il y a une forme de bouger aussi, hein, du point de vue de cette question de l'art primitif, de ces altérités artistiques qui sont découvertes par les Européens fin 19e, début 20e siècle, une forme de bouger où d'un coup, finalement, l'objet du mépris devient un objet de considération première, quoi. Et qui, je parlais de marqueur anthropologique tout à l'heure, mais il y a quelque chose ici qui serait une forme de vérité de l'humain qui serait inscrit au sein de toutes ces choses. Alors le fantasme primitiviste qui se joue derrière, c'est aussi peut-être l'idée qu'on puisse complètement changer les coordonnées de la pensée. Ça va occuper les artistes de l'avant-garde
tout au long du XXe siècle. Un exemple parmi d'autres, un Zoltán Kémény, ici, avec une œuvre qui est conservée au Centre Pompidou, qui est faite avec de la ficelle, du plâtre et de la peinture sur un panneau de bois. Ça s'appelle le jardin avant le jardinier. Mais il y a bien ici, c'est cette relation intense entre altérité et culture qui se joue, et qui aurait peut-être une forme de vérité d'avant la culture qu'il s'agirait de trouver et de faire travailler. Là, on est dans le fantasme à plein régime, où finalement, cette ambivalence du primitivisme et de la notion d'art primitif à coquiner avec cette question du racisme, elle bouge, mais on reste un peu persuadé, je dirais, qu'il y a quelque chose qui serait de l'ordre d'un état d'avant la civilisation, qui se perpétue, mais avec une valeur, cette fois, qui est positive chez des artistes comme celui-ci. Alors, le grand patron de l'affaire, c'est Gauguin, qui est presque un régional de l'étape, je dirais. Qu'est-ce que fait Gauguin, en fait, en cherchant cette sauvagerie? Il va en Bretagne, forcément, quoi. Parce qu'on boit du pétrole et on mange de la terre. Donc, il va voir la belle Angèle, qui est sa logeuse, et il fait ce manifeste. Ça, c'est un manifeste primitiviste par excellence. On est en 1889, donc au moment où ces discussions animent les milieux culturels et scientifiques européens. Et donc, la belle Angèle, elle est présentée dans son médaillon avec une petite margelle sur le côté. C'est une composition très étrange, quoi, quand même, en 1889. C'est quand même une manière de peindre ici et de penser, en fait, l'espace pictural qui est très, très audacieuse. Vous avez une petite sculpture, sans doute péruvienne ici, qui fait partie de la collection de Gauguin, et puis derrière une forme de papier peint, comme ça, un peu japonisant. Mais voilà, la possibilité de la réforme de la peinture, comme le dira plus tard Paul Klee, elle se joue justement, précisément, avec cette forme de triptyque que vous voyez ici, une sauvagerie péruvienne anté-colonisation, un exotisme très éloigné qui est celui du Japon, au travers de ce papier peint qui évoque le japonisme, et puis cette sauvagerie très ancrée du breton qu'on retrouve avec la belle Angèle, dont on voit quand même, vous voyez, son visage est taillé à la hache, quoi. C'est vraiment, on est aux antipodes ici de la Vénus 19e, qui est exemplaire d'une certaine définition de la beauté. Mais voilà, c'est ce travail ici où d'un coup, Gauguin dit le canon de la beauté, c'est ça maintenant. C'est ici précisément que ça se joue. C'est dans l'intégration de ces formes-là, de ces histoires-là, que peut se jouer quelque chose. Alors là, l'enclenchement se fait, que je vous montre par exemple Brancusi ici avec le premier pas qui est à droite, qui est une œuvre qu'il a fini par détruire. Il a gardé seulement la tête, mais que j'ai mis en relation ici, vous voyez, à 10 ans d'écart, ce qui se joue aussi dans ce travail des formes, 10 minutes, dans ce travail des formes où vous avez l'écorché, qui est qui montre la maîtrise qui est celle de Brancusi du canon européen, en fait, d'une relation à l'anatomie, à la copie de la nature, etc. Et puis d'un coup, voilà, ce qui se passe, c'est ça, quoi. C'est le passage au musée d'ethnographie du Trocadéro, le passage au musée du Louvre aussi, où il voit les idoles cycladiques qui le marquent beaucoup, et puis les machines, parce qu'il y a cette corrélation aussi avec la question de la machine, la transformation du monde qui se joue à ce moment-là, et d'une nécessaire transformation esthétique qui doit opérer pour les artistes, et qui doit se référencer comme ça à ces altérités esthétiques très fortes qui relèvent à la fois de ce qu'on appelle l'art primitif et à la fois de ce qu'on appelle la machine, qui est un nouvel horizon esthétique pour la période. Et cela se fait, on pourrait le croire, donc en reconduisant complètement ce fantasme primitivisme, comme on a pu le voir avec Kémény ou Gauguin, qui vont chercher le sauvage. Mais ça va finalement aussi entraîner quelque chose de fondamental, c'est une rencontre effective. On rencontre les objets, mais on ne rencontre pas les humains. Mais on va finir par rencontrer les humains aussi. Émile Nolde, lui, il est complètement fasciné par la trajectoire de Gauguin, et il va décider de se rendre comme Gauguin l'avait fait dans le Pacifique, en fait, dans les mers du Sud, comme on le dit en Allemagne. Et il va revenir de ce voyage extrêmement dépité en voyant les affres aussi de l'acculturation qui se joue par le biais du processus colonial.
Et donc, une forme de critique aussi qui va se jouer, qui va s'insérer aussi dans ce regard vis-à-vis de ces objets. On n'est pas dans une seule réappropriation ou appropriation ici qui recouperait ce fantasme primitivisme. Non, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une critique qui se met en place aussi de cet exercice du regard et de ce processus même d'appropriation, très exemplaire dans le missionnaire, qui met en relation ici un masque fang d'Afrique de l'Ouest, une petite sculpture de l'espace camerounais et cette divinité des bords de route de Corée qui sont conservés au musée d'ethnographie de Berlin lorsque Nolde le visite en 1910-1912. Et il réinterprète ces objets et il intitule sa toile Le missionnaire, avec cette figure en quelque sorte diabolique que serait cette divinité, mais qu'il retourne en quelque sorte pour désigner les missionnaires protestants allemands qui partent dans ces mers du Sud comme étant finalement des figures diaboliques qui, désignant ces objets comme diaboliques, sont eux-mêmes les diables. Donc il y a d'un coup des formes de renversement critique qui vont se jouer avec ce type d'objet et des reconfigurations mentales profondes aussi. Là, c'est un exemple qui est issu du surréalisme, cette carte surréaliste du monde qui est publiée dans la revue Variété en 1929, qu'on attribue au peintre Yves Tanguy, mais où l'on voit que finalement aussi, cette question de se confronter à ces altérités artistiques entraîne une reconfiguration de l'espace mental de représentation du monde. Et cette carte, vous le voyez, fonctionne un petit peu à la manière des anamorphoses qui sont chéries par les surréalistes à cette époque-là, comme Dali, mais où d'un coup, l'ordre d'importance des territoires change. Alors les États-Unis ne sont pas visibles, c'est un travail marxiste ici, donc on ne montre pas l'espace même du capital. Par contre, la Russie est un petit peu plus balèze, forcément. On est au moment de l'Union soviétique, même s'ils commencent à être anti-staliniens, les surréalistes, bon, ils restent dans cet espace idéologique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la Nouvelle-Guinée, par exemple, ou l'archipel Bismarck, qui sont d'un coup au cœur du monde, ce Pacifique qui est au cœur du monde et qui devient étendu. Regardez l'île de Pâques, qui est vraiment un bout de caillou et d'un coup qui devient un espace démesuré. Vous voyez, c'est les coordonnées même de la pensée aussi qui s'agitent ici et qui sont transformées au travers de ce type de manipulation cartographique. Alors, quand je parle de reconfiguration mentale, voilà un exemple avec Dubuffet, que j'aime beaucoup, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, mais qui a beaucoup travaillé ces questions-là. J'aime beaucoup ce tableau qui est au Centre Pompidou. On est un tout petit peu plus tard, on est en 1950, mais où finalement Dubuffet, comme Klee, comme les surréalistes, c'est quelqu'un qui a beaucoup regardé ces autres de l'art populaire, les productions artistiques qui sont ramenées du monde colonial, de l'espace colonial, l'art préhistorique, les dessins d'enfants qu'il collectionnait, etc., jusqu'à définir un espace esthétique très particulier qu'il nomme l'art brut à partir de 1945, aux franges de la folie et de l'autodidaxie. Eh bien, Dubuffet va faire travailler cela aussi au sein même de sa peinture, du point de vue des formes, mais aussi au travers de sa pensée, parce que les peintres et les artistes peignent beaucoup, mais ils écrivent aussi beaucoup, certains d'entre eux en tout cas. Dubuffet fait partie de ces gens qui ont beaucoup publié sur ces questions-là. Et là, je vous montre cette œuvre parce que c'est une œuvre assez manifeste aussi en quelque sorte. C'est un corps féminin assez effrayant, bien évidemment. Un critique d'art qui disait que c'était comme s'il avait passé en fait des corps féminins sous un rouleau compresseur. Alors attention, dans une espèce de biais idéologique, ici, on pourrait désigner ce travail comme étant un travail essentiellement misogyne, ce qui n'est pas du tout le cas en fait, même si Dubuffet n'était pas forcément des plus exemplaires sur la question de la misogynie, mais bon. Cette série qu'il appelle Les corps de dames, c'est une série qui prend le corps de la femme comme symbole même de l'art et de l'esthétique. C'est ce qu'on appelle la vénusté. Vénus comme étant la représentation traditionnelle de la beauté dans un monde masculin européen depuis le XVIe siècle. Et il prend ce symbole-là et il le tord, il le met à mal en quelque sorte. C'est le symbole qui met à mal
Vous voyez que du point de vue du titre même, dans cet objet qui est tout en matière, extrêmement épais, qu'il griffe, qu'il triture, etc., eh bien, il va appeler cette chose le métaphysics, hein, avec une inversion de genre sur un terme qu'il met sans dessus-dessous, à la fois dans le travail de l'orthographe, qu'il châtie, dans cette permutation du genre, en passant de la métaphysique au métaphysics, le métaphysics, et qui aurait un au-delà de la matière ici, comme le dit le nom, qui serait en prise directe avec la pensée, et tout d'un coup, ce serait le langage qui changerait, toutes les coordonnées du langage qui se retrouveraient mises à mal. Et il essayait justement, en relation avec cette question de l'altérité, il disait, l'art, en fait, c'est vraiment le territoire, en fait, d'une pensée autre, d'une pensée qui puisse se réformer complètement, qui puisse changer ses coordonnées, et il allait jusqu'à dire qu'il fallait changer les coordonnées même du langage, changer le langage, en fait, pour pouvoir penser autrement. Hein, mais on est dans ce rapport comme ça aussi à cette question de cet autre de l'art, qui, dans une pratique, cherche à bouleverser les coordonnées de la pensée. Alors, je crois qu'il faut que j'aille à la conclusion maintenant, pour finir, par exemple, sur ce premier fascicule de l'art brut qui est publié en 1947, avec le fameux Barbu-Müller, avec lequel j'ai commencé tout à l'heure, et autres pierres de la statuaire provinciale, hein, c'est le sous-titre, donc ces sculptures auvergnates dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est la première de couverture. Je vous montre la quatrième, je l'aime bien, qui annonce le deuxième numéro, qui ne paraîtra jamais, qui est un numéro qui devait être dédié à l'artiste Adolf Wölfli, artiste aliéné à l'hôpital de la Waldau à Berne, très très connu, hein, déjà de son vivant dans les années 1910 et 1920. Il y a des gens qui vont le voir, comme Blaise Cendrars par exemple, qui vont voir ce peintre incroyable qui a une œuvre complètement affolante, je dirais. Et bon, ça ne sera pas publié, mais Dubuffet écrit « Les fous ne sont pas si fous qu'on dit, ni les saints si saints ». Mais ce rapport à la question de l'altérité ici, et cette relation de l'altérité à l'art, elle a comme fonction principale aussi de porter le doute et la contradiction, en fait, au sein même des cadenassages culturels ou des cadenassages idéologiques qui se jouent, quoi. C'est, je crois, l'un des intérêts aussi, hein, de ce travail de l'autre de l'art qui semble se jouer. Est-ce que j'ai 3 minutes ou pas? Ouais. Donc j'abuse, et je vous lis ça sous forme de conclusion. Hein, c'est un texte de Dubuffet qui s'appelle « Avant-projet d'une conférence populaire sur la peinture ». Il montre des projections au sein de cette conférence, alors une figure grecque archaïque, une icône byzantine, une peinture carolingienne, une marionnette javanaise, une image précolombienne, etc. Et il dit « Il ne faut pas croire que les auteurs de ces travaux les ont faits ainsi par maladresse, par naïveté, par insuffisance de moyens. Il y a une certaine tendance actuelle à s'imaginer que l'homme a été jusqu'à présent, au cours des siècles et des millénaires passés, un enfant balbutiant, une sorte d'idiot, de sauvage, et que c'est seulement maintenant, depuis 100 ans, qu'il y a tout à coup un grand changement sur la Terre, et que l'homme est enfin devenu sensé et raisonnable. On se fait du monde et de l'histoire du monde un tableau très simpliste. Depuis des dizaines de milliers d'années, la Terre aurait été peuplée de pauvres nigauds qui, n'ayant aucune idée du téléphone, de l'automobile et de la radio, avaient une mentalité d'enfants de 6 ans, prenaient des vessies pour des lanternes, sans laisser à croire tant qu'on voulait, jusqu'au XIXe siècle. Alors au XIXe siècle, voilà qu'on découvre tout, et que l'homme subit la prodigieuse métamorphose. Le tableau se complète d'ailleurs par ceci, qui est aussi bien entendu dans la pensée d'un chacun, cette métamorphose est définitive. Alors j'ai perdu ma ligne. C'est la seule que comportait le destin de l'humanité. Dorénavant, les hommes seront toujours comme ils sont aujourd'hui. Dans 1000 ans, ce sera des hommes comme nous, avec un peu plus de téléphone, un peu plus d'automobiles ou d'avions, quelques autres inventions dans le même goût, mais enfin, en gros, l'homme sera le même qu'en 1944. En somme, il s'agit d'un mythe du monde qui revêt cette forme. Il y a eu l'homme d'avant le 19e siècle, le sauvage, le niais, et puis l'homme d'après le 19e siècle, l'intelligent, le téléphoniste. Toute l'histoire de l'homme se réduisant à ce grand tournant du 19e siècle. Cette métamorphose se serait produite seulement chez nous autres, bien sûr. Tout le reste de la Terre, donc les nègres, les Chinois, etc., serait resté dans l'état comme avant le XIXe siècle, donc à mi-chemin entre l'animal et l'homme. D'où la facile et légitime conquête des continents demeurés arriérés par quelques adjudants de zouaves. Eh bien, cette conception est absolument fausse. C'est cette conception des choses qui est naïve et enfantine et qui étale la puérile fatuité de l'Européen du XXe siècle et son manque d'imagination et de bon sens. Soyons plus modestes, il y a des dizaines et apparemment des centaines de milliers d'années qu'il y a des hommes, il y a peut-être plus de temps que personne n'en a l'idée. Des millions d'années peut-être, et tous les 20 ans,
il y a des petites découvertes dans le genre du téléphone ou des aéroplanes, et ces petites découvertes sont sans aucune importance, en fin de compte, sur la pensée de l'homme, sur sa condition, sur le sens de sa vie. Je m'arrête là, mais voilà, cette idée intéressante, finalement, aussi, d'une conception aussi de l'humain et d'un cerveau qui n'a pas changé depuis 30 000 ans. Je m'arrête là-dessus.